Eh bien, bonjour à tous d'abord. Merci d'être présents. Alors, je ne sais pas si on vous avait prévenu, mais vous allez peut-être assister un peu à une séance de psy. Ça va peut-être être un peu délicat. Mais bon, bonne chance. Eh ben voilà. Du coup, je vais commencer juste par vous raconter un peu les origines de cette histoire. Elle commence il y a quelques années où j'errais dans ma veille au gré des confs, des meet-up, conscient que je pouvais éventuellement faire des choses pour améliorer mon quotidien. Et peut-être au passage même celui de mes collègues. Alors à l'époque, j'étais très ancré dans des projets dont l'architecture en couche bien connue, et encore là il y en a que trois, mais on en a connu avec beaucoup plus. J'étais assez convaincu qu'on tenait là quelque chose d'assez abouti à l'époque, et qu'il fallait juste former, expliquer, documenter toutes ces choses pour acculturer les gens. Et puis en chemin, j'ai croisé un truc qui s'appelle le Domain Driven Design. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Est-ce qu'il y en a qui pensent bien le connaître? Il y en a moins déjà. Est-ce qu'il y en a qui le pratiquent? Ouais, j'aime bien le. Bon, alors on va pas être très théorique, même si on va parler de quelques concepts théoriques ici. Mais en gros, voilà, au cours de différents meet-up, entre autres autour de Software Crafters Nantes, donc je fais le logo, un peu de pub, tout ça. Ben voilà, j'ai appris à, on va dire, à travailler avec ces choses-là, DDD, Clean Architecture, modèle hexagonal. Alors, ma pratique est sûrement pas parfaite, déjà parce que je suis même pas sûr que ce soit possible d'avoir une pratique parfaite sur ces éléments-là. Mais par contre, j'ai essayé certaines choses en termes de mise en pratique. Pourquoi faire? Simplement parce que sur le papier, il y avait un certain nombre de ces concepts qui semblaient répondre à certaines difficultés que j'avais au quotidien. Et donc j'ai commencé à expérimenter dans mon contexte technique, à savoir Java et principalement des API REST, certains de ces concepts dont je vais vous parler après. Du coup, moi c'est Nicolas Giraud. À la base, plutôt développeur Java, contexte Spring, contexte J2E. J'ai migré un peu sur un peu de front avec du Angular. Puis mes missions m'ont amené à faire plutôt de la partie automatisation et de l'acculturation DevOps, tout ce qu'on appelle les métiers du DevOps aujourd'hui. Et donc du coup, je me retrouve un petit peu dans des contextes techniques que je connais moins bien, mais à faire des choses pour amener les projets en production. Et donc la suite de ce talk, elle va partir de ces expériences-là. Donc si je vous présente ça, c'est juste pour que vous ayez un peu une idée d'où je pars et pourquoi j'ai pu avoir certains ressentis quand j'ai croisé certaines technologies. Et ça devrait vous aider à vous prendre ce que je vais vous dire pour vous et pas pour argent comptant. Donc l'histoire de ce petit outil commence par un simple client dans un navigateur. Au départ, c'était censé être un petit truc pour aller taper des API GitLab. Petit truc en vue, là, vue 3, on commence à développer. Et puis la complexité, elle est venue un peu en augmentant. Alors en plus, c'était à une époque, pour ceux qui feraient du Vue, où on était entre Vue 2 et Vue 3. La doc Vue 3 n'était pas tout à fait sèche, c'était un peu compliqué. Bref, je ne connaissais pas, j'ai vite manqué de connaissances là-dessus. Et du coup, jugez pas, j'ai migré sur Angular. Bref, c'est pas forcément le sujet. Ensuite, il a rapidement surtout fallu que j'aille ajouter un back-end. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'implémenter des règles métiers, d'avoir des interactions avec des données communes entre mes utilisateurs, et puis de pouvoir réagir à des événements qui venaient de l'extérieur. Je vais reprendre GitLab comme exemple, mais GitLab est un outil qui produit des hooks, donc qui, en fonction de ce que vous faites dans un GitLab, peut produire des événements. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu besoin d'un back-end. Je viens du monde Java, Spring Boot, c'est parti. Ouais, sauf qu'en fait, là, dans ce contexte de mission-là, on faisait plus de Java. On faisait essentiellement du Python, un petit peu de JavaScript plutôt en mode vanilla. Vanilla d'il y a longtemps, mais vanilla quand même. Un peu de .NET et à nos heures perdues, du PowerShell. Et on a beaucoup d'heures perdues. Par contre, on avait intégré il y a assez peu de temps un nouveau projet dans le contexte qui était lui avec un front Angular, donc on avait déjà des projets TypeScript. Donc allez, un petit back-end dans Node.js, on se monte en TypeScript. Voilà, ça devenait assez évident. Et quand j'ai voulu le faire, en fait, j'ai trouvé assez peu de documentation et d'aide ou de gens qui avaient fait à peu près ce que moi je voulais faire. Et donc du coup, j'ai monté cette conf et je vous présente la suite de l'aventure. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Donc, on va juste refaire un focus là sur la partie, on va dire, théorique et architecture.
on va revenir sur la notion de domain driven design, et le principe, quand on va essayer de le dessiner, il peut être relativement simple, ou du moins si on le simplifie. On va considérer un ensemble d'objets, de fonctions, de méthodes, qu'on va appeler domaine. Et dans ce domaine, on va essayer de suivre 3 règles. La première, c'est toutes les choses qui vont être dans ce domaine, elles vont être nommées selon le vocabulaire du métier. Alors pour ce qui concerne l'application dont je vous parle, c'est assez facile, c'est notre métier. Faire des releases, faire des déploiements, donc pas trop de problèmes de vocabulaire. La deuxième règle, c'est que toutes les interactions qu'il va y avoir entre ces données, elles vont être implémentées à l'intérieur de ce cercle. Et le dernier, qui est sûrement le plus dur, c'est qu'on va retrouver aucun élément technique à l'intérieur de ce domaine. On va ensuite venir identifier des sources de données. Donc là, dans l'exemple, vous avez une base de données et une API tierce, encore au hasard GitLab. On va les positionner à l'extérieur du domaine et on va décider quelques besoins dont va avoir votre métier. Donc c'est les petits triangles au milieu là qui sont écrits SPI. Et on va demander aux sources de données de se débrouiller pour implémenter. Le domaine, il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. Alors attention, là pour les besoins du schéma, j'ai séparé les deux SPI, mais potentiellement ils sont dans le même ensemble. C'est juste pour les besoins du schéma, vous allez comprendre dans 2 slides. De l'autre côté, le domaine, lui, va exposer des méthodes pour interagir avec lui. Alors que ce soit pour mettre un endpoint, ou pour faire des batchs, ou pour faire autre chose. Là, c'est des exemples au hasard, mais ça peut être pour n'importe quoi. Et donc là, normalement, quand on assemble tout ça, on commence à se voir se dessiner un hexagone. Vite fait. Et donc l'un des intérêts de ça, c'est que si on sépare correctement nos composants à l'intérieur de notre application, finalement, des développeurs qui ne maîtriseraient pas pleinement le modèle, ils pourraient réussir à développer sans venir, je dirais, entacher le côté architecture de ce truc-là. Et donc après, effectivement, au fur et à mesure où ils vont intégrer le projet, maîtriser de mieux en mieux cette architecture, et là, après, il n'y a plus de problème. Mais c'est vraiment la notion d'onboarding là qui est intéressante. Petit focus quand même sur une des pattes. Alors c'est la même règle pour toutes les pattes, mais ici, au niveau du domaine métier, on va manipuler des interfaces, autrement dit des signatures de méthode, qui vont être définies dans le triangle là, baptisé SPI. Alors SPI pour Service Provider Interface. Et le composant technique, lui, il va implémenter les méthodes. Et donc, le fait de faire ça, c'est ce qu'on va appeler l'inversion de contrôle, qui va permettre de manipuler les interfaces au niveau du domaine et au moment de l'exécution, d'injecter l'implémentation concrète pour faire ce qu'il y a à faire. Donc finalement, les 3 éléments qui vont m'intéresser là-dedans, ça va être l'injection de dépendance, ça va être l'inversion de contrôle et la partie isolation que je vous expliquais tout à l'heure. On va revenir sur ces différentes choses. Allez, on y va. On commence à développer un peu en mode POC qui part en prod. Donc à ce stade-là, en fait, je vais surtout me concentrer sur les 2 premières parce que la partie isolation, je sais que je vais avoir des petits problèmes, voilà, mais je sais que je vais trouver un moyen, mais on verra plus tard. Alors attention quand même, sur toute cette partie théorique, quand on commence à rentrer dans la mise en application, il faut essayer de ne pas être dogmatique parce qu'il y a probablement des petits coups de canif qu'on va être obligé de mettre dans les contrats, principalement celui des 3 règles que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, on pourra en reparler. Et surtout, là, dans ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une application. Donc si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, venez en parler, c'est en échangeant qu'on va s'enrichir. On va commencer par regarder les éléments du langage, donc TypeScript. Donc là, on va parler plutôt programmation orientée objet, interface, et modèles de données. Alors, une des pratiques en TypeScript, ça consiste à définir son modèle avec le mot-clé interface au niveau des définitions d'objets. Donc déjà, la première petite perturbation entre les interfaces au sens métier, signature de méthode, et le mot-clé interface dans TypeScript. Bon, une fois qu'on a passé ça, ça va mieux. Donc cette méthode, donc là vous voyez, il y a 3 objets qui représentent un user sur 3 éléments de mon modèle que je vous présentais tout à l'heure. Et cette méthode, elle va être particulièrement pratique pour limiter les mappings, parce que si vous avez fait un peu d'architecture hexagonale, les mappeurs, porte-adapteurs, ça peut être un petit peu lourd à implémenter.
Donc ça, c'est censé le faciliter. Je vous laisserai juger. Et donc quand on essaye de l'utiliser, je ne sais pas si avec la résolution ça passe très bien, désolé. Donc quand on essaie de l'implémenter, ben voilà, dans votre contrôleur, vous allez requêter un user qui va appeler un service pour aller chercher de la donnée quelque part. Alors là, je ne vous cache pas qu'en termes de règles métiers, c'est assez léger. Voilà. En vrai, c'est plus compliqué que ça. Et votre élément repository va venir aller chercher les éléments dans sa base de données. Et en remontant, votre data user qui est en bas va remonter au travers de vos services et au travers de votre endpoint. Et tout ça sans aucun problème. C'est la magie de TypeScript et de JavaScript. Alors ça va poser un premier problème. Le premier problème que ça pose, c'est que votre user qui remonte, s'il y a des attributs en plus proposés par votre base de données, parce que déjà il y a des attributs en plus puisque vous avez des attributs supplémentaires dans la définition, mais ils vont remonter jusqu'à la couche et à l'API potentiellement. Alors ceci dit, il y a quand même une petite ligne là, qui ne compile pas dans le code que vous avez sous les yeux, c'est celle-ci. Mais elle n'est pas si compliquée que ça à faire compiler, enfin compiler, transpiler. Il suffit de le caster. Sauf que dans un certain nombre de langages orientés objets, le cast, ici, il ne va pas passer la compile si vous n'avez pas un lien fort entre vos interfaces. Au hasard, un héritage. En TypeScript, lui, tant qu'il a les attributs, il s'en fiche. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne juge pas. Il s'en fiche. Voilà. Ça, c'est le deuxième petit problème. Et un autre élément qui, moi, me semble un peu déstabilisant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de constructeur, puisque vous êtes dans des interfaces. Et donc, du coup, quand vous allez vouloir instancier vos objets, vous allez les instancier à la volée. Vous ouvrez la collade, vous définissez vos attributs, et vous fermez la collade, et ça passe. Alors du coup, un des petits trucs que j'ai vu pour ça, ça consistait à mettre en place des object builders. Donc en gros, vous appelez votre builder d'objets, vous le buildez, et vous entérinez le fait que ça donne un objet. Sauf que pour faire ça, le petit code qui est nécessaire, ceux qui ne sont pas habitués à lire du TypeScript, voilà, il pique un peu. Donc on trouve des choses comme ça sur le net. On se dit, c'est vraiment du langage, ça? Voilà, bon. Donc attendez-vous, si vous allez sur ce genre de truc, à voir du code comme ça, où au début, il va vraiment falloir se poser 2 minutes et peut-être même faire des schémas pour comprendre 3 lignes de code. Voilà. Mais quand vous êtes habitué à lire du TypeScript, ça se passe bien. Dernier élément du langage, c'est, vous avez peut-être entendu parler de tout ce qui est les odd types, ou les types bizarres. Alors, ça passe par les types, any, unc, no, void, voilà, et je crois qu'il en manque même un. Il y a never, pas never. Et puis il y a les valeurs, null, undefined. Et alors, tout ça, c'est tout à fait compréhensible quand on va lire la doc de TypeScript et à quoi ça correspond, il n'y a pas de sujet. Sauf que quand vous venez d'un autre langage, c'est pas trivial. C'est juste pas trivial. Voilà. Dernier effet de TypeScript, un des effets de la transpilation, c'est que vos interfaces vont disparaître à la transpilation. Donc, sur la partie objet, voilà, ça nous assure juste que les signatures sont bonnes, pas de problème. Par contre, sur la partie interface, au sens signature de méthode, ça veut dire que quand vous allez injecter au run un service, finalement, lui, peut-être qu'il s'en fiche, vous avez dit que vous allez l'injecter, et l'interface, elle n'est plus là, si ça match, ça match. Voilà. Alors, là encore, on n'est pas sur quelque chose qui est forcément rédhibitoire, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, on va en reparler. Donc finalement, dans Node.js, ou en tout cas dans la partie écosystème portée par Node.js, en l'occurrence TypeScript, il y a des différences par rapport à d'autres langages, avec des forces, des faiblesses, mais en tout cas, tout ce qu'on a vu là, il n'y a rien de rédhibitoire pour aller chercher du modèle hexagonal. Alors maintenant, on va regarder un peu autour des librairies qui vont se trouver dans le langage pour assurer des fonctionnalités. On va commencer par l'injection de dépendance. Et donc, on va regarder quelles librairies peuvent nous aider. Alors, une des plus populaires quand on commence à rechercher l'injection de dépendance TypeScript qui va sortir, c'est TypeDI. Donc, je teste, je galère un peu, bon, voilà. Bref, on réussit à injecter des choses. Et comment ça se passe? Alors, relativement simplement, où on va, en début de notre classe, mettre une annotation @service. À la construction, on va pouvoir injecter directement notre service qui a été déclaré au-dessus et le manipuler.
Alors on retrouve un fonctionnement, pour ceux qui font un peu d'Angular, où on est assez proche de ce qu'on retrouve dans des Angular. Par contre, au niveau de la configuration, pour que ce code-là fonctionne, il va falloir que dans votre main.ts, vous ajoutiez cette ligne-là, sans rien en faire, vous ajoutez un import, et on ajoute deux options au niveau de la compilation TypeScript, qui consistent à faire du emit decorator metadata et du expérimental decorator. Metadata, reflect metadata, il y a un lien entre les deux. Voilà. En fait, ça, c'est ce qui va vous permettre d'interpréter les annotations au niveau de vos TypeScript. Et donc ça fonctionne. Maintenant qu'on a fait de l'injection, on va essayer de passer à l'inversion de contrôle. Donc on rajoute une interface, et ce qu'on veut faire, c'est donc que notre service, il implémente l'interface, et que quand on veut utiliser ce service, on ne manipule plus le service en lui-même, mais directement son interface. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Hein. J'ai pas dit que ça, c'est ce qui marchait. Voilà. Et donc, je poursuis mes recherches, et là, je trouve une librairie qui s'appelle Inversify. Et là, il n'y a pas grand-chose qui marche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas après. Pour faire fonctionner le système en Inversify, on fait notre interface, pas de problème. On fait notre service qui implémente, on lui ajoute la petite annotation injectable, c'est plus @service, c'est @injectable, mais bon, la différence, normalement, ça va. Et on va pouvoir l'injecter dans notre contrôleur. Hop là, c'est où? C'est ici. On va pouvoir l'injecter dans le constructeur de notre contrôleur en manipulant le service. Alors là, on voit déjà là, le petit @inject, on lui passe un truc en paramètre. Bon. Et après, on va le manipuler. En fait, là, ce truc-là, il va venir vous permettre de dire quelle classe concrète vous allez devoir injecter. Donc là, ça devient, on va dire, manuel. C'est-à-dire que dans votre définition, vous allez avoir un fichier de constante qui va dire, là, pour user, je vais lui injecter user service imple. Alors, pour ceux qui font un peu de Java, ou ce qui était mon cas, moi, ça m'a vite rappelé les conf XML qu'on faisait pour faire du Spring ou autre chose. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Bref. L'intéressant là-dedans, c'est surtout pourquoi est-ce que Inversify et TypeDI ne fonctionnaient pas ensemble. Parce qu'en fait, ils font la même chose. C'est-à-dire que malgré le nom des deux libs, TypeDI fait de l'inversion de contrôle et Inversify fait de l'injection de dépendance. Et donc du coup, c'est comme si, toujours en Java, vous faites du Spring et du CDI, ça fait la même chose, donc si vous essayez de les mettre ensemble, ça fait n'importe quoi. Donc quand vous faites ce genre de choses, il faut bien avoir qu'un seul contexte d'injection, et donc qu'un seul outil pour gérer vos contextes d'injection. Et pendant que j'étais en train de galérer avec mes deux librairies qui finalement faisaient la même chose, j'ai croisé Nest.js. Et bon, alors je voulais faire marcher mes trucs avant, parce que je suis un peu comme ça. Peut-être que j'aurais dû aller tout de suite sur Nest.js, mais je voulais faire fonctionner. Alors, je ne vais pas vous parler de Nest.js tout de suite, parce qu'il y a un dernier élément qu'on n'a pas vu, c'est la partie isolation. Donc, je vous parle de ça, et on revient sur Nest.js tout de suite après. Donc, j'en ai parlé. Comment on fait quand on n'est pas dans un écosystème JavaScript, TypeScript, pour faire de la séparation et de l'isolation? Si vous faites du Maven, du Nugget, du Gradle, peu importe, quels que soient vos langages, enfin pas quels que soient, mais en tout cas au moins dans ces deux langages et trois outils-là, vous pouvez dans vos applis déclarer des submodules et gérer vos dépendances entre ces submodules, on va dire à la main, précisément. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire que votre domaine dépend du SPI, mais pas de votre base de données, votre base de données du SPI, mais pas du domaine, et comme ça vous avez une vraie segmentation et vous ne pourrez jamais importer dans le domaine un élément de votre base de données. Ça, vous pouvez le faire. Et quand j'essaye de le faire en NPM, c'est pas si trivial. Bref, je finis par trouver des choses. C'est la notion de workspace. Alors cette notion-là, elle est relativement récente en NPM, puisqu'elle a été introduite en NPM 7. Si vous faites du Yarn, elle existe depuis beaucoup plus longtemps, pour le coup. Mais c'est ce qui va vous permettre ici de déclarer plusieurs modules dans votre workspace, et donc enfin plusieurs packages, pardon. C'est différent il y a une différence importante entre les modules au sens ECMAScript et les packages au sens NPM. Donc vous allez pouvoir déclarer vos packages et retrouver votre gestion de dépendance dans vos packages. Petite annotation ici, à partir du moment où vous êtes dans votre business, normalement votre liste de dépendance ne doit pas trop s'allonger parce que vous n'êtes pas censé avoir d'éléments techniques dedans. Alors déjà,
Potentiellement, vous allez peut-être en avoir quelques-uns, surtout si vous faites un peu d'injection. Donc déjà, vous voyez, les coups de canif, là, on commence à en mettre un petit peu. Mais normalement, là-dessus, il n'y a pas de dépendance technique. Par contre, ça implique d'avoir un agrégateur, c'est-à-dire un espèce de composant, de package au-dessus, qui va faire l'agrégation du tout pour qu'au moment du run, on puisse injecter l'implémentation concrète à la place de l'interface. Je crois que j'avais oublié de passer la slide, désolé. Et donc là, je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails. Pourquoi? Parce que cet élément-là, je ne l'ai pas testé en fait en NPM, puisque j'étais passé en Nest. Et donc on va voir après en Nest comment on peut faire, et même en Nest, vous verrez, j'ai pas fini. Et Nest. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Alors, quand je tombe un peu par hasard sur cet outil, j'identifiais assez rapidement à peu près tout ce que je cherchais. Une gestion modulaire. Bon, alors le problème, c'est que c'était une gestion modulaire ECMAScript, pas ce que je voulais faire, mais ça, je l'ai découvert plus tard. La notion d'injection dépendance, l'inversion de contrôle, et en plus, j'avais des éléments en plus autour de la création de endpoint, de la gestion d'intercepteurs, etc., qu'on verra enfin s'il me reste du temps. On injecte les dépendances. Alors dans Nest et donc dans l'écosystème TypeScript, on a cette notion de provider. Les providers, ils vont nous permettre de faire cette injection de dépendance. Donc pareil, on va retrouver une annotation, donc le @injectable. Alors là, il y a un i majuscule, donc c'est pas la même, mais enfin bon, ça fait la même chose. On va pouvoir injecter notre service. Finalement, ça ressemble vachement à ce qu'on a fait avant. Et on inverse. Alors là, vous allez voir, il y a un peu plus de boilerplate technique. On se souvient que les interfaces disparaissent, et c'est ça qui va expliquer le fait qu'on soit obligé de wrapper notre injecteur en lui explicitant l'objet concret qu'il va devoir injecter. Donc, c'est donc du coup dans la deuxième configuration qu'on va lui donner quels sont ces éléments. Donc ici, on va lui définir dans le contrôleur ce qu'on va injecter. Et on va déclarer dans le provider quelle est la classe concrète qu'on va utiliser pour injecter, pour servir l'interface. Et comme j'étais déjà en train de prévoir le découpage en différents packages, j'ai des différents modules, donc un module au niveau de mon business et un module au niveau de mon endpoint. Donc j'ai des modules ECMA, et donc je dois exporter ma classe user au niveau de mon business pour que mon contrôleur puisse l'utiliser et l'injecter correctement. Là, on est déjà dans un peu plus de boilerplate technique. Alors, je sais pas s'il y a un truc qui vous chatouille comme moi quand vous voyez ça, mais moi, la saisie des petites chaînes de caractères entre quotes, ça me plaît pas beaucoup. Alors, c'est un truc tout bête, mais si vous avez ce cas-là, en fait, faites une classe de constante, mettez une classe de constante à la place, et ça vous évitera les fautes de frappe, et accessoirement, votre IDE fera de l'autocomplétion. Et l'autre élément, c'est que si vous avez une démultiplication de vos services, vous pourrez beaucoup plus facilement identifier des doublons que si c'est réparti dans tout votre code. Et donc la déclaration après, on remplace juste les chaînes de caractères par service.user. Et voilà. Donc ça coûte rien, mais ça sauve souvent la vie. Regardons maintenant le dernier élément. Alors, sur ce dernier élément, je vais vous montrer ce que je veux faire, mais que je n'ai pas encore fait. Dans Nest, on a cette notion de projet multi-package qui repose sur un mode dit standard ou monorepo. Alors après, est-ce que les terminologies sont très claires? Je vous les juge. Moi, j'ai pas tout de suite compris, mais bon. Comment ça se passe? Au niveau de votre... quand vous faites du Nest, oui, ça je l'ai pas dit, pardon, vous allez générer un fichier qui s'appelle nestcli.json qui va contenir un certain nombre de configurations pour votre CLI Nest, pardon. Et donc, vous allez pouvoir éditer ce fichier-là pour lui dire bascule en monorepo ou pas, ou reste en standard. Donc, true pour basculer en monorepo. Et vous allez pouvoir lister les projets, donc les packages, dont vous allez avoir besoin. Et il existe deux types de projets, des projets de type librairie, qui sont des librairies, comme leur nom l'indique, qui ont vocation juste à servir des objets et des fonctionnalités.
et des projets de type application qui, elles, ont vocation à faire un run sur un serveur. Et donc après, vous avez quelques propriétés à ajouter pour que le tout fonctionne. Et voilà. Et au niveau de votre configuration, il faudra dans votre ts.config rajouter les wrappers qui vont wrapper le nom de votre librairie avec le pass dans lequel se trouve votre librairie, parce que moi je fais des librairies, mais voilà, le pass qui se trouve dans votre projet. Donc finalement, sur les trois éléments, injection de dépendance, inversion de contrôle, isolation, Nest contient ces trois éléments-là, alors moyennant celui-là qui reste à tester, mais à vraiment tester jusqu'au bout. Mais globalement, on va au bout. Et sauf qu'en plus, il y a des petits bonus. Le premier petit bonus, c'est celui d'intégrer directement des contrôleurs par annotation. Alors pour ceux qui font un peu de Node en back, ça correspond en gros à intégrer une librairie Express. Alors c'est pas une librairie Express, c'est que par défaut, Nest intègre Express. Vous avez la possibilité d'aller sur d'autres librairies, dont je ne connais pas les noms, c'est pas mon écosystème, désolé. Mais vous pouvez, si vous êtes habitué à une autre librairie, normalement vous pouvez aller utiliser celle-ci. Et donc comment est-ce qu'on construit un contrôleur? Alors pour ceux qui font du Java EE ou n'importe quoi, c'est assez classique, mais voilà. Vous allez pouvoir déclarer un objet comme étant un contrôleur, par annotation, toujours. Déclarer vos méthodes comme répondant à un verbe HTTP ayant des caractéristiques. Donc là, entre autres, le header content type. Alors il existe aussi des classes de constantes pour éviter d'avoir des chaînes de caractères à taper qui sont intégrées, mais là je les ai mises en dur dans l'exemple. Et puis vous allez pouvoir faire des choses classiques comme récupérer des chaînes dans un body, avoir des pass parameters, des passes qui sont variabilisés, des query parameters, mais aussi des objets plus complexes au sein de vos bodies, parce que ce n'est pas forcément que des chaînes de caractères, ça peut être un user complet avec des attributs, etc. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Et puis en plus, vous pouvez le documenter très rapidement. L'intégration à Swagger se fait très très bien. On importe le Swagger, on déclare, alors c'est une configuration minimaliste, j'en conviens. On déclare le document builder et on l'instancie et vous avez une documentation sur votre API. Donc ça c'est le premier truc en plus qui n'a rien à voir, on est bien d'accord, avec la partie hexagonale, mais qui va vous permettre d'aller assez vite sur la partie implémentation des endpoints. L'autre élément intéressant, c'est qu'on va pouvoir encapsuler nos appels, entre autres les appels HTTP. Par exemple, si vous avez besoin de métriques, vous allez pouvoir, en quelques lignes de code, alors là par contre c'est vraiment ces lignes de code, mesurer les temps d'exécution de chacune de vos requêtes HTTP qui vont passer. Vous n'avez pas besoin de plus de code que ça. Donc en gros, ça correspond à quoi? Vous dites, je fais un nest interceptor, alors il y a injectable aussi, sinon c'est pas rigolo. Vous venez implémenter la méthode de l'interface, faire des petits trucs pour initialiser, on exécute la requête, et quand cette requête est exécutée, on pose un log qui dit combien de temps la requête a duré. Et donc, au niveau de la configuration et de la déclaration, c'est une ligne de code, une ligne de code où vous dites utilisez un intercepteur en global. Je vais y aller doucement parce que celle d'après elle est un peu plus compliquée. Donc là, on a fait la partie vraiment encapsuler les appels pour pouvoir faire des choses au niveau des intercepteurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir intercepter les erreurs. Alors, on peut ici déclarer relativement facilement, alors vous voyez un peu plus de code par contre, les exceptions. Alors là, on va étendre cette fois d'exception handler, et on va avoir une méthode à implémenter. Alors, petite attention sur l'annotation, le @catch, qui va permettre aussi de le déclarer en tant que filter. On va implémenter la méthode. Je vous passe tout ce qu'on fait au milieu parce que ça c'est spécifique à l'application. Mais l'un des avantages de ça, c'est que par exemple, on va pouvoir intercepter le type d'erreur, regarder si c'est une erreur de type HTTP, 400, 300, enfin, 400, 500, pardon. Et puis si c'est pas le cas,
on va transformer ça en erreur HTTP pour que derrière les clients comprennent ce qui se passe. Enfin, comprennent. Internal Server Error, on aime bien, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais au moins, on n'a pas un truc qui part avec une exception bizarre, base de données inconnue, je sais pas quoi. Et donc la configuration, cette fois, c'est encore une ligne de plus dans le main.ts et où vous venez juste dire, ben voilà, prenez mon all exception. Alors là, il y a un petit truc bizarre, il manque la déclaration du HTTP adapter parce que sur ce filtre-là, il faut déclarer un objet particulier à partir des requêtes. Mais celui-là, il est un petit peu plus complexe. Par contre, pour ceux qui font du Node, ça va leur parler. Pour les autres, c'est pas trivial pour le coup. Donc, quand on passe en mode Node, il y a beaucoup de choses qui vont se faire en asynchrone. Et c'est très bien. Ça va permettre de potentiellement lancer plusieurs requêtes en parallèle, etc. Et on va rentrer dans un mécanisme de promise. Donc, quand vous êtes dans ce genre de mécanisme, vous avez votre endpoint qui arrive, vous faites ce que vous avez à faire et vous retournez une promesse. Très bien. Si vous avez une erreur qui se passe dans votre chaîne de promesses, elle est rattrapée par l'intercepteur, tout se passe bien. Si par contre, vous voulez faire un truc en arrière-plan, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit fini pour rendre la main à votre client, bah là, vous n'allez pas retourner la promesse. Et vous allez dire, bah, je fais ce que j'ai à faire, mais après tout, quand ça se termine, je m'en fiche. Sauf que ça, si vous faites ça, s'il y a une erreur qui se produit, c'est votre node complet qui tombe. Et ça, c'est pas cool. Et donc du coup, quand vous faites ce genre de choses, les exception filters, comme on a vu, ne sont pas suffisants. Et il faut bien penser à mettre les catch, comme on a à la fin. Alors, je suis désolé, c'est tout en bas pour ceux qui sont au fond. Mais il faut bien penser à mettre la méthode de catch. Alors ici, le catch, il ne fait pas grand-chose. Hein, il fait juste un log pour juste pas perdre de node, hein, en gros. Mais c'est vraiment le minimum à faire. Après, je vous laisse, selon vos contextes métiers, faire ce que vous avez à faire en cas d'erreur. Mais voilà. Dernier élément, on va essayer de passer des informations de la partie endpoint jusqu'à la partie base de données. Et pour ça, on va utiliser la fonctionnalité middleware. Alors, c'est pas que du node, ce que je vais vous montrer là n'est pas que du nest. La partie middleware, c'est du nest, le reste, c'en est pas. Donc, la déclaration du middleware. Alors, pour ceux qui font du Express, une fois encore, la notion de middleware, c'est exactement la même. Donc, voilà. Donc, on va déclarer un middleware, implémenter une méthode, et quand on sera prêt, on dira next, c'est-à-dire passer au middleware suivant ou à l'action concrète, donc au contrôleur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une librairie dont j'ai pas noté le nom, CLS, j'ai perdu le nom, désolé, qui va me permettre de créer des namespaces au niveau requête. Et donc, dans ce namespace, je vais pouvoir poser de la donnée et la récupérer ailleurs sans passer les données en paramètres de méthode. Pour ceux qui font ou qui connaissent un petit peu le Java, c'est l'équivalent des threads locales. Et donc, là en l'occurrence, je vais créer un request ID en random UI qui va me permettre pour chacune de mes requêtes HTTP d'avoir un identifiant que je vais récupérer par exemple dans chacun de mes logs. Et donc je saurai exactement quelle requête a provoqué quel log. Ou bien, alors mettez pas vos tokens dans un header comme c'est écrit là, hein, c'est juste pour les besoins du slide. Mais donc potentiellement, je peux récupérer un identifiant qui va me permettre de savoir qui a fait la requête, pour par exemple, quand je veux mettre à jour une donnée dans la base de données, dire c'est un tel qui a fait la modif. C'est des cas d'usage qu'on rencontre assez régulièrement. Donc ça, on va pouvoir le faire avec ce genre de choses. Et donc en mettant ça au niveau middleware, vous allez pouvoir l'appliquer à toutes vos requêtes et donc retrouver ça très facilement après dans le reste de votre code. Là, en plus, le middleware, il s'assure qu'il y a une authentification en cours. Donc là, en l'occurrence, un token. Et votre middleware, vous allez pouvoir chanter le contrôleur et dire non, action suivante. Je retourne une erreur, j'en veux pas. Et donc la configuration des middleware, elle est un tout petit peu plus complexe que celle qu'on a vue avant, puisqu'en fait ça va se situer au niveau du module ECMAScript, et donc vous allez le déclarer au niveau de cette configuration-là. Alors encore une fois, c'est quelques lignes.
Si on résume les 3 éléments, enfin les 4 en l'occurrence, qu'on vient de dire, voilà le chemin que va faire une requête. Elle va passer par l'intercepteur, le middleware qui potentiellement va l'éjecter. Si tout se passe bien, on passe au contrôleur. Et au retour, on revient par l'intercepteur qui va loguer le temps de réponse en millisecondes. Et s'il n'y a pas d'erreur, bah, tant mieux, mais sinon le filter va s'en charger. Et voilà, l'aventure touche à sa fin. Alors, c'est clair que là, ce que je vous ai montré, ça a été assez rempli de pas mal de péripéties, alors surtout pour moi qui ne venais pas du monde Node. Mais il y a assez peu de choses finalement. Enfin, il y a quand même plusieurs choses qu'on va pouvoir en tirer. Alors, le modèle hexagonal, alors moi j'y crois toujours assez fortement, moyennant le fait de ne pas être forcément trop dogmatique. Mais il semble assez évident que suivant l'écosystème où vous êtes, ça ne va pas être aussi simple. Et surtout, pas celui où vous êtes, mais celui d'où vous venez. Si vous changez d'écosystème au passage, ça peut chatouiller un peu. Toujours est-il que côté Node, mine de rien, il y a quand même les bons outils, que ce soit au niveau des librairies avec des TypeDI, des Inversify, ou même au niveau des éléments de packager avec NPM ou Yarn. Alors après, c'est sûr que quand vous avez un Nest qui vous fait quasiment l'intégrale, bah, finalement, ça peut vous faciliter. Mais Nest, c'est plus que ça, là, vous l'avez peut-être compris, c'est vraiment un vrai cadre de travail, un framework, un truc où vous rentrez dedans et vous prenez les éléments. Et finalement, quand vous êtes dans ce cadre de travail-là, développer des endpoint REST, vous allez pouvoir le faire assez rapidement, assez efficacement, et en vous limitant pas mal de boilerplate techniques. Si du moins vous voulez faire tout ce que je vous ai montré. Alors de là à dire qu'il faut, non, pensez bien à vos contextes. Et puis le tout, vous pouvez le faire dans votre architecture préférée. Si c'est l'hexagonal, allez-y, sinon faites autre chose. Hein. C'est pas, moi, bon, faites ce que vous voulez. Et on pourrait se poser la question, est-ce que je le referais si c'était à refaire? Eh bien, je l'ai fait. Donc, je l'ai refait. En fait, peu de temps après là, le projet dont je vous parlais, on a eu une application événementielle à faire. Vous voyez, c'est pour la semaine prochaine, DevFest Nantes. On a fait un petit jeu. Et le back-end, on ne savait pas trop. Enfin, on voulait repartir de zéro parce que historiquement, c'était plus bien, etc. Bref, on voulait repartir de zéro. Et moi, j'ai poussé pour faire du Node. La première raison, c'était qu'on ne savait pas qui allait intervenir dessus. Donc, est-ce que ça allait être des développeurs Java, PHP, autre chose? On ne savait pas au moment où on a lancé le truc. Et étonnamment, faire du TypeScript à des développeurs Java ou PHP dans ce type de contexte, il n'y a pas de souci. Par contre, aller faire du PHP à un développeur Java ou inversement, bon courage. Voilà. Et petit bonus, notre équipe front a même pu intervenir au minimum sur les reviews de code pour essayer de pouvoir partager quelques pratiques entre le back et le front pour se comprendre. Et puis même, ils ont même contribué sur certains petits éléments. Alors ils avaient autre chose à faire, hein, ils avaient le front à faire. Mais voilà, on a pu avoir une équipe vraiment pluridisciplinaire en réalité. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Tu as parlé au début des interfaces en TypeScript qui étaient un peu déroutantes quand on venait par exemple de Java, etc. On n'avait pas le système de constructeur, etc. Pourquoi ne pas utiliser des classes TypeScript tout simplement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, moi j'avais monté un modèle, je venais de Java et tout. J'avais utilisé le modèle en mode classe et ça m'a posé quelques problèmes. Entre autres sur la partie le fait de ne pas mapper en fait, ou de limiter mes mappings. Et quand j'ai été voir mes petits collègues qui s'y connaissent beaucoup plus que moi en TypeScript, ils m'ont dit mais pourquoi tu fais pas des interfaces? Ok, je vais faire des interfaces. Et en fait, j'arrive pas à savoir ce qui est le mieux aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans les deux cas, j'ai des problématiques que je voudrais pas avoir. Et aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre vraiment le pourquoi je les ai. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà où j'en suis. Ça répond pas à ta question, je suis désolé. Moi aussi, mais voilà, je pense que c'est aussi lié à d'où je viens.
Du coup, moi, ça sera plus une remarque. Ouais. Parce que du Nest.js, j'en ai fait aussi. Et pour faire de l'hexagonal ou de la clean architecture, justement, bah, je l'utiliserai pas, contrairement à toi. Il y a un gros truc qui me gêne dans Nest.js, par rapport à la clean architecture notamment, c'est que, et tu l'as dit au début, c'est que le domaine, il doit être isolé de la partie infrastructure. Et dans l'infrastructure, il y a le framework. Et là, en fait, le problème, c'est que le domaine, il est complètement lié à Nest.js. En fait. Alors aujourd'hui, c'est ce qui me gêne, mais quel que soit le framework, si tu fais du Spring en Java, si tu fais du Nest en JS ou peu importe, à partir du moment où tu vas vouloir faire de l'injection dans ton domaine, tu vas être obligé d'intégrer une lib technique, quelle qu'elle soit. Parce que ton injection de dépendance, il te faut une brique technique pour l'injecter. Et donc effectivement, ça fait partie des trucs où ouais, je suis pas très à l'aise, dans le sens où effectivement la théorie te dit non, et dans la pratique, si tu le fais pas, tu as du bon boilerplate technique à mettre en place. Mais à l'inverse de Spring, l'injection de dépendance, en tout cas la définition des bins du coup dans Spring, ne se fait pas dans le domaine en fait. Elle est à l'extérieur. Oui. Donc, Mais en Spring, tu peux aussi la faire à l'extérieur. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais non, dans Nest.js, le gros problème, c'est que tu es obligé d'avoir les arrobas inject notamment. Ah oui, dans ce sens-là, Tu oui, vois. effectivement. Du coup, tout ton domaine va être lié. Oui, complètement. Ça fait partie des coups de canif qu'il faut savoir que tu t'autorises ou qui font que tu n'es pas aussi proche du concept que ce que tu voudrais. D'autres plus de temps. Merci.